Et yep tout le monde, c'est Kevin Day, la team Red Ribbon TCG. Aujourd'hui, je suis à nouveau en compagnie de Seb. Salut à tous! Et dans cette vidéo, on va vous parler des pires archétypes jamais vus dans ce jeu. Je précise qu'en parlant d'archétypes, on va souvent mentionner des leaders, mais on parle d'un ensemble de cartes qui sont censées fonctionner avec ces leaders pour créer une certaine synergie. Et bien évidemment, on va comparer la puissance de ces archétypes au moment de leur sortie dans l'extension qu'elle est sortie par rapport aux autres decks de cette même extension. Avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Card Market. Cette vidéo vous est sponsorisée par cardmarket.com qui est le site de référence pour l'achat et la vente de cartes à travers toute l'Europe. On y trouve des cartes à l'unité, des displays et même des accessoires et les achats y sont 100% sécurisés grâce à leur service Trust. De plus, on y trouve des outils de tracking essentiels pour tout joueur compétitif, à savoir le tracking de popularité et les prix de chacune des cartes. Il s'agit vraiment de la meilleure plateforme pour acheter ces cartes et personnellement j'utilise chaque jour. Donc si ce n'est pas déjà fait, prenez le temps d'aller checker leur site cardmarket.com ou utilisez directement le lien fourni dans la description. Le premier archétype que nous avons choisi est Babidi BT2. Le leader, qui en non éveillé ne faisait pas grand chose à part jouer le terrain. Terrain qui nous dit simplement, si nous avons 5 cartes en dessous, nous pouvons jouer un bout drop 10 depuis notre deck. Le moyen le plus simple pour pouvoir mettre des cartes sous cette sphère de boue était simplement qu'à chaque fois qu'une carte de combat attaque, lorsque le leader est éveillé, on va pouvoir mettre une carte depuis le dessus de notre deck sous cette sphère de boue. Il existait également des petites battles pas très fortes et qui coûtaient très cher, qui pouvaient permettre de rajouter une carte sous cette sphère de boue. L'intérêt de la sphère, c'est qu'une fois qu'on a 5 cartes dessous, on va pouvoir retirer notre sphère de boue et récupérer notre boue à 10, qui finalement n'est qu'un 20 000 double frappe qui va infliger un de dégâts quand il va arriver sur le terrain. C'est un archétype très compliqué à utiliser, étant donné que le leader, qui en non éveillé, ne fait pas grand chose, voire rien du tout. Alors par chance, ils peuvent s'éveiller à 6 points de vie, mais une fois éveillé, il va simplement avoir 10 000 de puissance qui va être très faible en défense, et son effet va être très long à mettre en place pour charger notre sphère de boue. En même temps, dans cette extension, nous avions d'autres cartes qui étaient jouées, la chaîne boue, comme on pouvait l'appeler, la chaîne boue rouge, avec un boue à 5 qui va pouvoir évoluer sur un autre boue, et qui pouvait après derrière Union Absorbe, un boue drop 7 qui était plutôt forte si on le combinait avec le Gohan ultime. Malheureusement, la chaîne coûtait assez cher, très compliqué à mettre en place, étant donné que notre bout drop 10 sortait très tard dans la game, et si on voulait avoir toutes les cartes en main pour pouvoir la jouer, c'était vraiment impossible. On passe tout de suite au deuxième deck avec C13 de la BT3. Le leader à lui seul était un des gros points faibles du deck. En effet, en non éveillé, le leader avait à vrai dire aucun intérêt, puisque son seul capacité, qui était son permanent, était un permanent qui disait que si vous avez un C14 et un C15 dans votre zone de dispersion, vous pouvez activer votre capacité éveil si vous avez 6 points de vie ou moins. Déjà, à partir de ce moment-là, il fallait que vous soyez à 6 points de vie, c'est-à-dire que si votre adversaire décidait de ne pas vous attaquer en début de partie, vous n'aviez aucun moyen de passer à 6 points de vie au moins. Derrière, il fallait que vous ayez les bonnes cartes dans votre zone de dispersion pour vous éveiller à 6 points de vie au moins. Sinon, il fallait que vous atteigniez les 4 points de vie pour pouvoir enfin aller chercher cet éveil. Et sachant que, comme dit, votre leader n'avait aucun effet en un éveillé. Une fois éveillé, le leader certes avait un auto qui lui permettait de piocher une carte quand il attaquait, mais derrière il fallait que soit vous fassiez défausser une carte à votre adversaire, ce qui à l'époque n'était pas si évident, ou alors il fallait que vous pétiez une battle adverse afin que votre leader acquiert coup critique. L'intérêt notamment de jouer cet leader, c'était de pouvoir jouer la chaîne C13. Déjà, la première étape de cette chaîne, c'était C13 Trop 4 qui avait, comme quasiment toutes les cartes de cet archétype, une capacité auto qui lui permettait de mettre KO une carte de combat adverse. Et derrière, il avait une capacité Union Absorption qui coûtait en plus de cela une énergie, c'est-à-dire que vous allez déjà devoir payer 4 énergies pour pouvoir jouer cette carte, et derrière investir encore une énergie supplémentaire pour pouvoir jouer du coup le C13 Drop 7 qui avait lui double frappe et 30 000, certes ça paraissait intéressant à l'époque, mais derrière le premier auto qui disait juste de péter encore une battle adverse, un deck qui au final avait tellement d'outils pour péter des battles adverses, sauf que à un moment, si votre adversaire n'avait juste pas de cartes de combat, vos cartes étaient quasiment toutes vanilla.
Derrière, son deuxième auto était aussi très intéressant, puisque quand une carte de combat adverse était placée dans la zone de dispersion depuis n'importe quelle zone, sachant qu'à l'époque, avec les rolling, si vous faisiez défausser à votre adversaire une carte de combat, ça marchait aussi, vous pouviez choisir une carte de la main de votre adversaire et la faire défausser elle aussi. Du coup, au final, c'est C13 qui pouvait avoir une utilité. Le seul problème, c'est que il n'arrivait pas avant le tour 5, et en plus de cela, tout cet archétype vous demandait de jouer des C14 et des C15 qui eux aussi n'avaient quasiment aucune utilité, entre des cartes qui coûtaient extrêmement cher pour péter encore plus de battles adverses, sachant que comme dit, un adversaire qui ne jouait simplement pas de board et qui allait simplement vous stall en vous laissant à plus de 6 points de vie pour lui construire son jeu afin de vous achever rapidement, vous aviez quasiment aucune chance de vous imposer par rapport à ce style de jeu. Et derrière, les C15 qui eux avaient un certain intérêt à faire défausser votre adversaire, mais le problème avec ces cartes là c'est que elles coûtaient encore une fois beaucoup trop cher, et tout cet archétype en sa grande globalité, qui était du coup censé être un archétype pour gérer la main et le board adverse, au final ça vous faisait juste perdre énormément en CA, et pour conclure c'était simplement vous qui vous retrouviez avec un board assez mou et une main très basse. Sans rappeler que dans cette même méta, on avait des decks comme SSJ3 et Pan qui étaient des decks très rapides, très agressifs, mais aussi qui pouvaient se construire une main très fournie. On comprend très vite pourquoi ce fameux deck C13 n'a jamais pu s'épanouir dans la méta. Nous arrivons à la BT6 et le fameux Boo. Boo qui était un deck très particulier qui avait l'objectif de mettre les bons bouts en énergie pour pouvoir les jouer à travers une chaîne. Avant tout, nous allons vite regarder le leader. Le leader était finalement assez intéressant. Son permanent nous empêchait simplement de faire des overwhelms, donc ce qui pouvait être parfois gênant. Cependant, quand il attaquait, même en non éveillé, on pouvait piocher une carte, et avec son activation principale, on pouvait un petit peu moduler les énergies en remettant les bons bouts au bon endroit dans notre zone d'énergie. Le début de la chaîne Boo, finalement, était ce drop 3. Le drop 3 qui avait comme effet permanent que s'il était géré par un effet adverse, on pouvait défausser 2 cartes pour éviter de le voir disparaître. Et après, pour 2 énergies, on pouvait aller chercher depuis notre zone d'énergie le Boo drop 4 et faire un échange simplement entre ces 2 cartes. Le drop 4 finalement n'est pas spécialement intéressant à part le fait qu'il est barrière et que au moment de le jouer on va pouvoir chercher un Gotenks depuis sa drop pour le glisser en dessous et pouvoir créer un jeton Magine, ce qui n'est pas forcément indispensable non plus, et qui a comme capacité pour 4 d'énergie d'aller chercher notre drop 7 depuis notre zone d'énergie pour pouvoir le jouer. Le drop 7 lui par contre est intéressant, 25 000 triple strike qui a la possibilité de se redresser si on mange une battle adverse. Finalement la finalité de la chaîne peut être intéressante, malheureusement elle est extrêmement chère pour finalement avoir simplement quelques cartes vanilla, 19 000, 20 000, simple frappe qui ne vont pas faire grand chose. Et on va finalement arriver en très late game pour pouvoir jouer des gros tapeurs, mais entre temps, les autres decks vont nous casser la figure. En BT6, Boo n'était clairement pas le seul archétype inintéressant. On avait également Bojack avec toute cette brigade. En effet, le leader en lui-même permettait juste de piocher une carte quand vous jouiez une brigade de Bojack, en plus de gagner 5000 de puissance. Derrière, son deuxième auto demandait de devoir comboter avec 2 cartes de combat brigade de Bojack dans votre zone de combat afin de simplement pouvoir péter une carte de combat en mode inertie. Derrière, l'un des points vraiment ridicules de ce leader, c'est simplement cette capacité éveil. En effet, sa capacité éveil dit simplement quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez tourner cette carte de l'autre côté. Pas de pioche, pas d'untap, rien. C'est actuellement dans le jeu le premier et l'unique leader ayant pour capacité éveil de simplement retourner son leader sans aucun ajout. Derrière, une fois éveillé, le leader est quasiment le même, à part un petit plus qui vous permettait de comboter avec vos brigades de Bojack quand elles étaient en inertie. Le leader n'avait clairement pas grand chose pour lui. Derrière, voire le seul intérêt de jouer ce leader, c'était de pouvoir jouer la chaîne Bojack avec le petit drop 3 qui ne faisait rien à part nous faire gaspiller 3 énergies, mais l'intérêt de cette carte c'était simplement de pouvoir X-Evolve avec le drop 8 qui coûtait certes 4 énergies, mais qui était au final le seul atout de ce deck, puisque déjà le premier effet qui disait que quand vous jouez cette carte, si vous aviez 5
points de vie ou plus, vous pouvez choisir toutes les cartes de combat adverses et les placer en mode inertie. C'est un auto qui allait très bien avec le deuxième effet de cette carte. Cependant, toute personne connaissant ce deck savait à quoi s'attendre. Et du coup, soit vous allez simplement pas laisser ce leader arriver au tour 4 avec 5 points de vie, ou alors vous allez faire en sorte de ne pas avoir des cartes de combat au moment où il jouera son drop 8. Derrière, son deuxième auto qui est le point fort de ce deck, ou le seul point intéressant de ce deck, comme dit, c'est que quand votre adversaire passe une de ces cartes de mode inertie en mode action, vous obligez votre adversaire à warp une carte pour chaque carte qui va ainsi redresser. L'intérêt du coup de ce deck, c'était de simplement à votre tour 4 arriver à sortir ce Bojack drop 8, annoncer une fin de tour, et votre adversaire au début de son tour, au moment où il allait remettre en action toutes ses cartes, devait défausser ou même warp une carte pour chacune de ses actions. Au final, en lisant ce drop 8, on se dit que la carte est quand même intéressante, mais comme dit, c'était le seul point fort de ce deck qui avait pourtant tellement de faiblesses. Et surtout, au final, c'était prévisible. Quelqu'un qui se retrouvait face à un Bojack, il savait à quoi s'attendre, il savait qu'il devait jouer autour de ce drop 8, et du coup, personne ne se faisait avoir par ce deck. Sans parler des autres cartes de ce deck pour au final insister sur le fait que peu de cartes étaient intéressantes. On avait plusieurs cartes qui étaient jouées, à part l'arrivée des pirates de l'espace qui pouvaient surprendre quelques adversaires s'ils n'avaient pas bien appris les cartes de la méta. Mais derrière, on se retrouvait obligé de jouer une multitude de brigades de Bojack qui au final étaient tous les uns plus nuls que les autres, qui juste avaient pour capacité de se jouer les uns aux autres, ne pouvaient appliquer aucune pression. On se retrouvait avec des battles avec parfois 3000 de puissance qui n'avaient que seul intérêt que de jouer d'autres brigades de Bojack tout aussi nazes pour au final un résultat très décevant. Pour beaucoup, Bojack est et restera pendant très longtemps, je pense, le pire archétype jamais vu à DBS. Après cette formidable BT6, nous arrivons à la BT7. En BT7, nous avions un deck qui, comme ça, au premier abord, pouvait être intéressant, était le Végéto BT7. Son leader, qui faisait beaucoup la force de ce deck, nous disait simplement en activation principale que nous pouvions, une fois par partie, jouer un Sangoku et un Vegeta de coup 2 gratuitement. Tout ça peut être très intéressant, mais surtout, pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un Sangoku et d'un Vegeta sur le board pour faire l'union Potara de Végéto Super Saiyan Blue énergie fulgurante. Ce Végéto est, entre guillemets, la clé qu'on voulait absolument dans le deck. Ce Végéto nous dit simplement, quand elle attaque, on peut comboter avec 3 de ses sources d'énergie, et si on le fait et que ce sont 3 cartes de combat, nous allons pouvoir lock les battles et les énergies de notre adversaire au prochain tour. C'est-à-dire qu'à notre prochain tour, notre adversaire ne pourra pas redresser ses énergies pendant la phase de recharge. Et donc, potentiellement, l'idée, c'est de faire dire, il va perdre totalement son tour. Malheureusement, nous, ça nous a coûté finalement 3 énergies. Pour compenser ça, il y avait un Trunks qui pouvait, une fois qu'il était joué en combo via la capacité du Végéto, cette carte allait être jouée, c'était un 30 000 double frappe, et qui pouvait recharger une énergie à la manière d'une objection. En plus de ça, le leader Végéto, une fois éveillé, pouvait nous remettre une des cartes jouées en combo dans notre main. Le leader, comme ça, et le combo peut paraître intéressant. Malheureusement, la BT7 nous a apporté tous les contre mises en jeu plus forts les uns que les autres. Donc imaginons que on fasse l'effet de leader, on déclare l'effet de leader, que nous allons jouer un Vegeta et un Sangoku, notre adversaire va s'empresser de jouer un contre mise en jeu, par exemple un Denial of Hope, ou bien un Végétal Cruel qui va simplement détruire nos cartes, et du coup nous n'allons pas pouvoir effectuer l'union Potara juste derrière, ce qui va totalement détruire notre tour de jeu, et peut-être même la game. Imaginons, nous arrivons à poser sur notre terrain notre Vegeta et notre Sangoku. Une fois qu'on déclare l'union Potara, on pouvait encore une fois se prendre un Crusher Ball, se prendre un Champa, le Trickster, pour que notre Végéto finalement n'attaque pas et ne puisse pas lancer son effet qui était censé être dévastateur. Ce combo, cet archétype-là, dans une extension précédente, aurait été certainement très fort. Malheureusement, la BT7 a directement amené tous les contres possibles et inimaginables à ce deck. Passons maintenant à un deck bien plus récent, il s'agit du Trunks de la BT10. Ce Trunks nous propose un gameplay
plutôt original puisqu'il nous dit avec son permanent que si pendant le tour adverse vous rajoutez un point de vie à votre main ou le placez dans votre zone de dispersion, vous pouvez à la place le révéler et le rajouter à la main si vous le souhaitez. À côté de ça, en en éveillé, vous allez en plus avoir un petit effet qui vous permettra de piocher quand vous attaquez, c'est toujours bien à prendre. Et derrière, une fois que vous serez éveillé, vous allez avoir le même permanent qu'en en éveillé, la même auto et en plus un troisième petit effet, une activation principale qui, une fois par tour, pour des énergies bleues, vous permettra de gérer une battle adverse. Globalement, le gameplay de ce deck, l'archétype pensé derrière ce leader, va simplement être basé sur son permanent. Pour ça, on va jouer plusieurs cartes. Déjà, on va jouer la Kai qui va permettre de moduler nos points de vie. En effet, c'est une mécanique inédite dans le jeu. Avec cette Kai, on va du coup pouvoir se prendre un point de vie pour derrière placer une carte de sa main dans les points de vie. Tout ça pour ainsi pouvoir mettre les cartes qui nous intéressent dans les points de vie. Et les dites cartes vont être du coup ce Vegeta et ce Son Goku, puisque avec leur permanent, pendant le tour adverse, si vous révélez cette carte alors que vous étiez en train de la prendre de vos points de vie, vous allez pouvoir la rajouter à vos sources d'énergie jusqu'à la fin de votre prochain tour. Le but est donc de, ainsi, avec l'unisson Kai, moduler vos points de vie pour, au bon moment, quand votre adversaire vous inflige des dégâts, prendre les bonnes cartes de vos points de vie pour ainsi les placer en énergie. Derrière, vous allez pouvoir sacrifier ces mêmes énergies pour faire l'union Potara de ces végétaux qui du coup va permettre de effectuer une union Potara avec un Sangoku et un Vegeta bleu depuis votre zone d'énergie. Et derrière, vous allez arriver au boss monster de ce deck qui est du coup le Vegeta SSB prouesse paralysante, un drop 8 déflexion triple frappe barrière qui en plus, le tour où il arrive, quand vous allez jouer la carte et quand vous allez attaquer avec, vous allez obliger votre adversaire à remettre 2 cartes de sa main en dessous du deck. Ainsi, le tour où il va arriver, vous allez faire un -4 dans la main adverse. Cette carte est clairement un des gros boss monsters de cette extension. À elle seule, elle fait l'un, voire le seul moyen de pression de ce deck. Malheureusement, c'est là d'où vient aussi son point faible. En effet, vous allez investir beaucoup de cartes, des points de vie et du temps, des énergies pour sortir ce végétaux. Sauf que malheureusement, dans la méta actuelle, en BT10, un unique boss monster avec triple frappe n'est plus suffisant pour gagner des games. Ce deck présente clairement beaucoup de problèmes. Déjà, je vous ai dit, il est extrêmement manavore. Derrière, vous allez devoir jouer une vingtaine de cartes qui sont tous nécessaires et utiles uniquement pour votre chaîne végétaux. Et finalement, la grosse originalité de ce deck, c'est au final aussi son plus gros point faible. En effet, ce permanent du leader qui est très intéressant, qui est très original, au final va vraiment être très dur à mettre en place, va beaucoup dépendre de votre adversaire et votre adversaire aura beaucoup de facilité à jouer au tour. En effet, le permanent de votre leader marche uniquement pendant le tour adverse. Ainsi, il va falloir que votre adversaire vous inflige des dégâts, mais pas n'importe comment. Il faudra qu'il vous inflige des dégâts au bon moment, de sorte à ce que aussi vous puissiez choisir des points de vie qui vous conviennent pour que les points de vie que vous choisissiez, ce soit des Vegeta ou des Goku SSB que vous avez placés dans vos points de vie grâce à votre Kai. Et malheureusement, face à un bon joueur, face à un joueur qui connaîtra votre plan de jeu, il ne vous laissera simplement jamais mettre votre plan à exécution. En effet, votre adversaire aura donc le choix entre soit simplement ignorer votre leader et gérer votre board ou alors votre unisson, puisque au final, votre Kai qui va vous coûter des énergies va arriver avec 2 compteurs, derrière avec votre effet va se voir ajouter un 3e compteur, mais à partir de ce moment-là, ce sera simplement un unisson avec 15 000 de puissance et 3 compteurs. On sait très bien que actuellement, ce n'est pas suffisant pour pouvoir protéger cette Kai. Votre adversaire va du coup, pendant son tour, s'il veut vous faire perdre du temps, simplement attaquer votre unisson avec l'attaque de son leader, passer à 15 000, derrière il va attaquer avec un petit KB par exemple qui gagne double frappe quand on prend un point de vie et qui passe à 15 000 et ainsi il va vous gérer votre Kai, il va vous gérer votre grosse carte vous permettant de moduler vos points de vie et derrière vous allez soit devoir investir de nouvelles sources d'énergie pour pouvoir jouer une nouvelle Kai ou alors vous allez simplement devoir espérer toucher les bonnes cartes au moment où vous allez pouvoir prendre des points de vie. L'autre choix qui s'offre également à votre adversaire, simplement de, au lieu de simplement vous laisser le temps de mettre en place votre jeu, il va simplement vous rush, vous agresser énormément quand vous allez tomber face à un Vegex, face à un OD ou n'importe quel autre deck très agressif. Il va simplement vous faire baisser en point de vie. Vous serez alors tiraillé entre le choix de soit défendre vos points de vie et du coup simplement ne pas pouvoir jouer votre jeu, parce que votre but au final avec ce deck c'est de prendre des points de vie pour pouvoir jouer les Vegeta et les Son Goku et les placer en énergie. Mais d'un autre côté, si vous
continuer à perdre des points de vie encore et encore, à un moment, vous allez simplement tomber à 0 points de vie, et qui dit 0 points de vie dit perte de la partie. Ainsi, en globalité, on se retrouve avec un deck qui demande beaucoup de cartes, beaucoup de mise en place, qui peut être facilement joué au tour par votre adversaire. Tout ça pour ne simplement pas prendre des crits et pour sortir un boss monster à triple frappe, ce n'est simplement plus suffisant de nos jours, ce n'est simplement plus suffisant un BT10, et c'est notamment pour ça que cet archétype végétaux Trunks est aussi mauvais aujourd'hui. Pour finir cette liste, nous allons voir un tout petit peu dans le futur. Le Vegeta SSJ4 de notre futur BT11. Alors, avant toute chose, le leader, très honnêtement, est très intéressant. C'est un leader qui permet de ramp quand il inflige des dégâts à l'adversaire. Une fois éveillé, si notre adversaire contre, le leader va pouvoir se redresser et tenter une nouvelle fois d'infliger des dégâts pour continuer à ramp. Je suis sûr qu'on trouvera tout un tas de façons de jouer avec ce leader et de jouer des cartes intéressantes. Malheureusement, les cartes qui nous ont été annoncées, spécifiques ou du moins orientées autour de ce leader, sont vraiment très honnêtement catastrophiques. On va commencer tout d'abord par un unisson qu'on va payer 5, qui finalement va nous faire un demi-topo et va nous faire piocher, va nous faire gagner 1 en carte d'advantage. C'est vraiment très très cher pour pas grand chose. Ensuite, nous avons le SS4 Sangoku. Cette carte, qui a bloqueur et 30 000, va, quand elle va être jouée, va nous permettre de détruire une énergie adverse. Quand elle va attaquer, on va détruire une battle plus une énergie adverse. Finalement, pour 7 d'énergie, on va imaginer qu'on va pouvoir détruire 2 énergies adversaires. Par contre, 7 d'énergie, c'est énorme, et à tout moment, la carte n'a pas de déflexion, à tout moment elle se prend un contre mise en jeu de type Trunks, Deadly Poison ou que sais-je, et nous avons finalement perdu cette énergie pour ne pas faire grand chose. C'est vraiment un des énormes soucis de la carte, mais également de la prochaine carte qui n'a elle non plus pas de déflexion. Cette fois-ci, c'est un SS4 Vegeta qui va nous dire simplement, on va regarder les 4 premières cartes de notre deck, et on va pouvoir choisir dans les monocouleurs bleues, soit on va les mettre en énergie, soit on va les piocher, et le reste on va remettre dans notre deck. Un moyen supplémentaire de ramp, cependant la carte n'a pas déflexion, pour 6 d'énergie, elle va pas pouvoir faire grand chose, et surtout, encore une fois, 6 d'énergie. Je pense aujourd'hui qu'avec 6 d'énergie, on est capable de faire bien mieux que ça. On a tout un tas de bonnes cartes à ce niveau-là. Je ne suis pas sûr qu'avec 6 énergies, on ait envie de prendre le risque de jouer une de ces cartes-là pour risquer d'avoir un contre-mise en jeu qui va totalement ruiner notre investissement en énergie. Et pour couronner le tout, on nous a sorti un magnifique terrain. Le terrain Super Blutz Wave Generator. Très honnêtement, le terrain est catastrophique. L'idée du terrain est de pouvoir s'éveiller plus rapidement. Si notre adversaire fait le choix de nous stall, on va simplement utiliser ce terrain dans l'idée, au tour 4, de pouvoir burn 2 PV et prendre 2 PV en main pour pouvoir s'éveiller. À aucun moment, je pense que c'est rentable d'utiliser ce terrain-là. Vraiment, je pense que ça ressemble plus à un poisson d'avril qu'à une vraie carte pour aider le deck. En conclusion, on peut simplement dire que les cartes sont absolument et beaucoup trop chères pour finalement les effets intéressants qu'elles peuvent apporter. Ces énergies-là vont être bien mieux rentabilisées dans d'autres cartes qu'on a déjà dans les autres extensions pour pouvoir créer un deck. Les cartes qu'on nous propose aujourd'hui sont beaucoup trop chères et pas du tout assez intéressantes. Du coup, malheureusement, je pense que le futur SSJ4 BT11 sera joué, mais pas du tout avec l'archétype prévu à la base par Bandai. Et du coup, c'est avec ce deck qu'on va conclure cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel deck est selon vous le pire archétype jamais vu à DBS. N'hésitez pas aussi à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça nous soutient et nous aide énormément. On remercie encore une fois Car Market de nous aider dans ce projet. Et nous, on vous dit du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.